Bien le bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule dans le cadre du cours SCT 4064, donc capsule sur le chapitre 2. Aujourd'hui, on parle de molécules. Donc aujourd'hui, on va parler de comment former des molécules, une autre capsule très importante. La première chose que vous devez comprendre si vous devez former des molécules, donc la première chose que vous devez comprendre sur les atomes, c'est que contrairement aux êtres humains, pour être cool dans le tableau périodique, il faut avoir sa couche pleine. Pourquoi? Parce que quand nos couches électroniques sont pleines, à ce moment-là, je vais avoir une grande stabilité et je veux avoir la plus grande stabilité chimique. Ce qui fait de mes gaz nobles, gaz rares, gaz inertes, donc la dernière famille du tableau périodique, les superstars du tableau périodique, les éléments que tous les éléments du tableau périodique vont vouloir leur ressembler. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont leur couche pleine. Okay? Donc, la dernière couche électronique est pleine. Si on regarde le détail de tout ça, ben, si je regarde par exemple mon lithium se trouve dans la première famille chimique. Ma première famille chimique a, dans le fond, c'est les alcalins, c'est la famille qui est complètement à gauche. Donc, pour mon lithium, j'ai 3 protons, 3 électrons et 4 neutrons. Si je place mes électrons en fait sur mes différentes couches électroniques, je vais me rendre compte que la première couche est pleine. On commence toujours par remplir les petites couches avant de remplir les grandes couches. Donc, ici, ma première couche électronique a 2 électrons, ce qui la remplit à 2 électrons. Et ma deuxième couche électronique va avoir l'électron qui reste. Ce qui fait que mon lithium n'est pas stable. Mon lithium veut se débarrasser de son électron. Et en fait, il est très proche d'être cool. Parce que s'il se débarrasse de l'électron sur sa dernière couche électronique, à ce moment-là, je vais avoir ma couche pleine. Donc, je vais être heureux parce que dans le fond, c'est comme si la deuxième couche électronique n'existait pas parce qu'il n'y a plus d'électrons dessus. Donc, je vais avoir ma couche pleine. Je vais donc à ce moment-là me retrouver à avoir 3 protons positifs et 2 électrons négatifs. J'ai une charge positive de plus et donc, à ce moment-là, je vais avoir un ion qui va se former. Cet ion, eh bien, c'est du Li+. OK? Parce que j'ai un proton de trop. Comme l'ion est positif, donc un ion, dans le fond, c'est quoi? C'est un atome qui est chargé, donc un atome qui a donné ou perdu, qui a donné ou gagné des électrons plutôt. Donc, je vais avoir un ion à ce moment-là qui va être positif, c'est ce qu'on appelle un cation. Maintenant, regardons le fluor. Au niveau du fluor, si je fais le même exercice, je vais avoir un atome qui va ressembler à ça. Donc, sur la première couche électronique, j'ai 2 électrons. Sur la deuxième couche électronique, j'ai 7 électrons. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile d'aller arracher l'électron de quelqu'un d'autre que de se débarrasser de cet électron puis de vider sa deuxième couche. Donc, lui, il va vouloir gagner un électron d'un autre élément. En gagnant un électron, je vais donc me retrouver à avoir 10 électrons et 9 protons. J'ai un électron de trop et donc je vais développer une charge négative. Et évidemment, je vais avoir ma couche pleine. Donc, ça me forme un ion F-. J'ai un atome chargé encore une fois, mais cette fois-ci, il est chargé de façon négative. C'est ce qu'on appelle un anion. Donc, vous remarquez que je vais avoir des donneurs d'électrons et des receveurs d'électrons. Et c'est évidemment ce qui va influencer la charge que vont pouvoir porter ces ions-là. Évidemment, quand je suis dans la famille 1, j'ai un seul électron. Donc, en me débarrassant d'un électron, je vais développer une charge positive de plus 1. Même principe pour les alcalinotéreux où je vais avoir 2 électrons, donc une charge positive de plus 2 quand je cède ces 2 électrons-là. Du côté de mon fluor, je vais avoir une charge de mes halogènes, je vais avoir une charge de moins 1 parce que je vais vouloir absorber un électron. Si j'absorbe 2 électrons, la famille de l'oxygène, je vais avoir une charge de moins 2. Donc, et etc. pour les autres. Vous remarquez 2 éléments particuliers. Le premier élément, c'est que la famille à l'extrême droite, c'est-à-dire les gaz nobles, va avoir une charge de 0. Bien, je l'ai déjà dit, c'est mes superstars. Les autres sont déjà hyper stables, donc ils ne veulent pas réagir avec personne. Donc, c'est la raison pourquoi leur charge va rester 0. Donc, ça va être impossible d'en faire des ions.
La deuxième chose que vous remarquez, c'est que la famille 4, j'ai un plus ou moins 4. En fait, pour eux, gagner 4 électrons ou recevoir 4 électrons, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Donc, ça va dépendre avec qui ils sont. Mais la réalité, en fait, c'est qu'ils vont généralement former des liens covalents, liens que je vais expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, si on revient avec mon lithium et mon fluor, ben mon lithium voulait donner un électron, mon fluor veut en recevoir un. Ben, ils vont-tu bien ensemble, vous trouvez-vous pas? Donc, l'électron de mon lithium va passer à mon fluor, et donc, ça va me donner un 3 protons, 2 électrons, ce qui me donne une charge de plus 1. Je sais, je me répète ici, mais c'est quelque chose qui est généralement mal compris par les élèves. Donc, j'ai 3 protons, 2 électrons qui me donnent une charge de plus 1, ce qui me donne mon Li+, et je vais avoir 9 protons et 10 électrons du côté de mon fluor qui me donne une charge de F-. C'est ce qu'on appelle une liaison ionique. Pourquoi? Ben, parce que j'ai des ions. Donc, c'est une liaison qui va former des ions. On appelle ça une liaison ionique. Donc, ma molécule qui va être formée va être une molécule de LiF. Et comme on s'en va tranquillement vers la nomenclature, je vais prendre le temps de la nommer, ça va être du fluorure de lithium. Je remarque que j'ai dit le fluor en premier et j'ai rajouté le suffixe ure au fluor. Et donc, ça me donne du fluorure de lithium. Maintenant, si j'essaie de mettre ce même lithium avec un atome d'oxygène, eh bien, mon lithium va vouloir céder son électron. Extraordinaire, il a cédé son électron. Donc, mon lithium est heureux. Je me retrouve à avoir 3 protons, 2 électrons, du Li+, on est heureux. Mais mon oxygène ne l'est pas. Pourquoi? Parce que sur sa dernière couche, il n'y a pas sa couche pleine. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais devoir aller me joindre un deuxième lithium qui va faire exactement la même chose que le premier et qui va céder un électron. Je me retrouve à ce moment-là à avoir un oxygène qui a reçu 2 électrons de 2 lithiums différents, ce qui va me donner un total de 8 protons et 10 électrons, donc une charge de moins 2. C'est la raison pourquoi dans certains cas, je vais avoir plus qu'un atome d'un certain type. Donc, ça me donne dans ce cas-ci du Li2O, ou si vous préférez, de l'oxyde de dilithium. Oups, j'ai pas dit oxygénure, hein? C'est de l'oxyde. C'est une exception, en fait. Donc, des exceptions qu'on va voir un petit peu plus tard. Deuxième chose, j'ai dit dilithium. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 lithiums. Je peux voir le problème d'une autre façon. Donc, si je regarde mes éléments, eh bien, je dois avoir une charge au niveau de ma molécule qui est égale à 0. Ben, mon lithium a une charge de plus 1 et mon oxygène a une charge de moins 2. Pour pouvoir avoir une charge égale à 0, ben c'est bien évident que je vais devoir mettre 2 lithiums et un oxygène. Et donc, ça va me former ma molécule que j'avais tantôt, donc ma molécule d'oxyde de dilithium. Donc, on a dit que di, ça voulait dire 2, en fait. Au niveau des autres, donc si j'ai d'autres chiffres à mettre à l'intérieur de mes éléments, donc je vais utiliser les préfixes que vous voyez actuellement à l'écran. Vous remarquez que ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez utilisé au niveau des polygones en mathématiques. Donc un hexagone, ça a 6 côtés. Ben hexa veut dire 6. OK? Donc vous allez réutiliser le même genre de préfixe que vous aviez utilisé. Petite parenthèse sur le mono. En fait, le mono, on n'utilise pas toujours. On va l'utiliser, à vrai dire, très rarement. On va l'utiliser, par exemple, sur le monoxyde de carbone, juste pour dire, pour bien être capable de le dissocier d'avec le dioxyde de carbone. Maintenant, si j'ai ce qu'on appelle des ions polyatomiques. Des ions polyatomiques, c'est quoi? C'est des ions formés de plusieurs atomes. Donc, un regroupement d'atomes qui va porter une charge. Eh bien, à ce moment-là, je vais procéder, je ne pourrai pas procéder en dessinant mes électrons, parce que ça va devenir beaucoup trop compliqué. Donc, je vais être obligé de procéder en utilisant mes charges. Donc, je vais avoir une charge de plus 1 au niveau de mon ammonium, qui est NH4, et je vais avoir une charge de moins 2 au niveau de mon sulfate, qui est SO4. Donc, pour être capable de placer tout ça, eh bien, je vais dire, ben, j'ai besoin de 2 ammonium, parce que je vais avoir une charge de 0. Donc, pour être capable d'équilibrer mon moins 2, ça me prend plus 2. Puis, comme je ne peux pas changer ma charge, ben, je vais juste le mettre 2 fois. Donc, ça va me donner 2 ammonium et un sulfate. Ça va donc me donner une molécule de NH4 2 fois SO4, ou si vous préférez, de sulfate de diammonium. Un exemple un peu plus difficile cette fois, donc on va
utiliser l'ion Al3+, et l'ion SO4-2, donc l'aluminium et le sulfate. Ce qu'on peut remarquer, c'est que je dois encore une fois avoir ma charge égale à 0. Donc, pour pouvoir avoir cette charge-là, je vais commencer par le plus petit. Le plus petit, c'est le -2. -2 fois 2, ça donne -4. -4, ça ne se divise pas par 3. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Si je dis -2 fois 3, ça fait -6. Et -6 se divise par 3. Donc, ici, je vais pouvoir donc avoir 2 atomes d'aluminium et 3 ions de sulfate. Ce qui va donc me donner du Al2SO4 3 fois, ou si vous préférez, du trisulfate de dialuminium. Les ions polyatomiques, j'ai déjà parlé de l'ammonium et du sulfate, mais en fait, il y en a plusieurs, et il y en a même beaucoup plus que ceux que vous voyez présentement à l'écran. Ces éléments-là, vous n'avez pas à les retenir, heureux êtes-vous, mais par contre, ça va être important. Ça peut être pratique de les retenir, surtout si vous faites chimie. C'est des éléments que vous allez revoir très très souvent, des ions que vous allez revoir très très souvent. Donc, surtout l'hydroxyde, hein, qui est particulièrement important. Mais il va y en avoir d'autres, ammonium, carbonate. C'est des éléments qu'on voit quand même assez souvent. Donc, ça peut être vraiment pratique de les apprendre et de les connaître. Au niveau de mes exceptions, je vous avais parlé de l'oxyde qui était une exception. Encore une fois, ceux-là, il faut falloir les connaître. Donc, j'ai 5 exceptions. Le carbure et non carbonure. Hydrure, nitrure. Nitrure, soit dit en passant, c'est pour l'azote. Pourquoi on appelle ça nitrure? Eh bien, on doit ça à nos amis anglophones. En fait, l'azote en anglais, c'est nitrogen. Donc, c'est ce qui explique le nitrure. Oxyde et sulfure. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai deux receveurs d'électrons? Donc, depuis tantôt, je parle de lien ionique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai deux receveurs? Est-ce que je peux faire un lien? En fait, ce qui va arriver, c'est que ça va être comme un parfait petit mariage. Donc, quand on se marie, on forme un compte conjoint. Pourquoi on fait un compte conjoint? Parce qu'on veut se faire croire qu'on a plus d'argent. Donc, le principe du compte conjoint, c'est quoi? Ben, il m'en manque, il t'en manque. On va mettre chacun 1 $ dans le compte conjoint. Dans ce cas-ci, ils mettent chacun 2 $ dans le compte conjoint parce qu'il leur manque 2 électrons. Et donc, quand l'oxygène vert va calculer ses électrons, il va calculer les 4 qui lui appartiennent, plus les 4 qui sont entourés, qui appartiennent aux 2. Donc, les 4 du compte conjoint. Même principe pour l'oxygène jaune. Il va calculer ces 4 plus les 4 qui sont dans le compte conjoint, ce qui veut dire que mes deux oxygènes sont heureux. Ça, c'est ce qu'on appelle un lien covalent. Donc, dans un lien covalent, on parle de partage d'électrons, où je vais avoir des électrons, en fait, qui vont tourner autour de mes deux atomes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai du O2, ou si vous préférez, du dioxygène. Si je fais le même principe que j'avais fait tantôt avec mon carbone, donc ce que je remarque, c'est que au niveau de mon oxygène, j'ai pas assez de liens pour satisfaire mon carbone. Ça va donc me prendre un deuxième oxygène. Et mon deuxième oxygène va venir compléter mes liens. C'est ce qui va me former du CO2 ou si vous préférez du dioxyde de carbone. Les règles de nomenclature s'appliquent exactement de la même façon. Qu'est-ce qui va les distinguer? C'est que quand je vais avoir une liaison ionique, je vais avoir tendance à avoir une dissolution ionique. Donc, autrement dit, quand je vais me mettre en solution, je vais avoir tendance à me séparer en ions parce que mon eau est un solvant polaire. Je ne rentre pas là-dedans, vous allez le voir en chimie. Mais l'idée, c'est que je vais avoir tendance à briser mes ions. Chose que ma molécule d'eau ne peut pas faire au niveau de mes liens covalents. Donc, mes liens covalents, les molécules vont rester pris en pain et ça va avoir une importance. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre mon appareil de conductibilité, eh bien, je vais me rendre compte que mon lien ionique va conduire le courant, ce que mon lien covalent ne fera pas. Donc, je vais être capable de conduire le courant dans mes liaisons, avec mes liaisons ioniques. Je vais donc avoir un électrolyte fort versus un non-électrolyte au niveau de mes liens covalents. Mais il existe le milieu, ce qu'on va appeler un électrolyte faible. En fait, généralement, c'est quoi? C'est un lien ionique, mais que la force qui lie mes ions est un peu trop grande pour que ma molécule d'eau soit capable de tout briser mes molécules. Donc, à ce moment-là, je vais conduire
un peu le courant, mais beaucoup moins que mon électrolyte fort. Et je vais donc parler ici d'un électrolyte faible. Maintenant, il y a trois types de molécules qui vont être capables de former des électrolytes, donc qui vont être capables de libérer des ions en solution. La première, c'est l'acide. L'acide, en fait, c'est un ion H+, qui est lié soit à un non-métal ou à un ion polyatomique. Donc, par exemple, vous allez avoir du HCl, HNO3, H2SO4, qui sont tous des acides. Au niveau de ma base, je vais avoir un métal ou un ion NH4+, donc c'est le seul ion polyatomique positif, NH4+, qui va être lié à un ion OH-. Donc je peux avoir du NaOH, du CaOH deux fois, ou du NH4OH. À noter que j'ai déjà commencé à vous laver le cerveau, et vous vous en êtes même pas rendu compte. Pourquoi? Eh bien, parce que quand je vais placer des papiers tournesol bleus et rouges dans un acide, eh bien, mon papier tournesol bleu va devenir rouge. C'est pour ça que j'ai mis l'acide en rouge. Quand je place mes papiers tournesol bleus et rouges dans une base, mon papier tournesol rouge va virer au bleu. C'est pour ça que j'ai mis la base bleue, BB bleu base. OK? Donc, j'ai déjà commencé à vous aider à être capable de repérer vos acides et vos bases en laboratoire. Maintenant, au niveau des sels, je vais avoir soit un métal ou un ion NH4+, qui va se lier à un non-métal ou à un ion polyatomique. Donc, je vous ai encore une fois donné des exemples. Donc, NaCl, CaHCO3 deux fois ou NH4Br. Là, faites attention, par exemple, parce que j'ai quelques petites exceptions. La première exception, c'est l'ion acétate. L'ion acétate est particulier. Pourquoi? Parce que c'est le seul ion où on va placer le cation à la fin. Généralement, je place toujours mon cation, mon ion positif au début. Mais l'acétate, c'est différent à cause de la façon que l'acétate est placé dans sa molécule. Donc, c'est la raison pourquoi on met l'ion H+ à la fin. Et donc, c'est vraiment un H+ avec un ion polyatomique. C'est vraiment un acide. En fait, c'est du vinaigre. La base aussi a son petite exception. Donc, si je regarde mon C2H5OH, C2H5+, ça n'existe pas. Donc, le seul ion polyatomique positif, c'est NH4+. Donc ici, la molécule que j'ai mis là, ce n'est pas une base, c'est un alcool. En fait, c'est de l'éthanol, c'est ce que vous retrouvez dans la bière ou dans le phare. Et si vous regardez au niveau du sel, eh bien, il va avoir son petite exception aussi, mais en fait, son petite exception, c'est le même que pour l'acide. Donc, il faut comprendre que l'ion ammonium, le cation va être encore une fois placé à la fin. Donc, c'est ce qui fait une molécule un peu spéciale, mais c'est à cause de l'acétate, en fait. Maintenant, si on veut être capable de faire une solution, donc savoir quel ion va se retrouver en solution, eh bien, si par exemple j'ai du H3PO4, ça va me former 3 ions H+, et un ion PO4-3. Là, faites attention, parce que je vois un petit peu n'importe quoi quand on fait ce type d'expérience-là. Donc, je vais détailler un petit peu plus ce que j'ai fait. En fait, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la chaise, hein, dans le précédent vidéo. Donc, la chaise, qu'est-ce que je disais dans ce temps-là? C'est que quand j'avais des pattes qui étaient séparées de la chaise, je mettais mon 4 devant en coefficient. Eh bien, c'est le cas ici. Mes ions H+ ne sont pas liés ensemble. Donc, mettez-moi pas un H3 plus 3 ou quelque chose comme ça. C'est pas ça, OK? Donc, je vais avoir 3 ions H+ séparés qui ne sont pas formés dans une entité. Il était dans une entité au niveau de mon H3PO4 parce que mon H3PO4, il est tout lié ensemble. Mais au moment où est-ce que je le mets dans l'eau, mes ions H+ se séparent de mon PO4 et mes ions H+, c'est des ions positifs, ils ne veulent pas s'attirer entre eux. Donc, ça va être 3 ions H+ séparés. De l'autre côté, je vais avoir mon PO4-3 et mon PO4-3. Là, mon 4 reste petit en indice parce que j'ai un ion polyatomique et mon ion polyatomique ne se dissociera pas, il ne se dissociera jamais en solution aqueuse. OK? Donc, je vais avoir un ion PO4-3. Vous remarquez aussi que quand je l'ai représenté dans mon bécher, j'ai mis 3 ions H+, pour un ion PO4-3. C'est logique, c'est ce que j'obtiens au niveau de ma dissociation. C'est le même principe au niveau de ma base.
Donc, au niveau de ma base, si j'ai du MgOH deux fois, j'ai 2 ions hydroxyde OH- et j'ai un magnésium. Donc, quand je vais le mettre en solution, eh bien, je vais aller les placer de la même façon qu'au niveau de ma dissociation. À noter encore une fois que j'ai des ions OH- et donc que ces ions OH- là sont séparés. Donc ici, je voulais vous démontrer comment représenter un ion polyatomique lorsqu'il est là plus qu'une fois. Quand vous remarquez au niveau de ma base, de ma molécule avant dissociation, j'avais mis des parenthèses pour dire que c'était 2 ions polyatomiques qui vont se dissocier complètement quand je vais les mettre dans l'eau. Évidemment, pour les sels, c'est le même principe. Donc ici, j'ai 3 magnésiums et j'ai 2 phosphates. J'ai mis des parenthèses, donc je sais que je vais avoir 2 ions phosphates séparés. C'est ce qui fait que mon 3 est devant mon magnésium et mon 2 est devant mon phosphate. Je vais donc encore une fois respecter mes proportions au niveau de ma représentation. Donc je vais mettre 3 ions magnésium et 2 ions phosphate. Alors, pour compléter cette capsule, en fait, je vais avoir 2 autres capsules qui vont se joindre. La première est un exemple de calcul au niveau de mes dissolutions et dilutions. Et le deuxième, c'est vraiment une capsule pour les laboratoires avec Madame Chany. Donc, je vous invite à aller les consulter pour bien comprendre les dissolutions et dilutions dont il n'a pas été question dans cette capsule. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.